Il était une fois un empereur nommé Guillaume II. Dernier empereur allemand et dernier roi de Prusse, il régna de 1888 à 1918. En 1899, la ville de Sélestat lui offrit les ruines d'un château fort, le Haut-Königsbourg. Soucieux d'égaler son grand-père Guillaume Ier et ainsi s'inscrire dans la lignée des grands empereurs, Guillaume II rêvait de ressusciter l'ancien empire germanique et se lança dans la restauration du château fort. Le Haut-Königsbourg devint alors un symbole politique. L'empereur voulait marquer la limite ouest de son empire et ainsi montrer le caractère profondément allemand du château et rappeler l'appartenance germanique de la région. Malheureusement pour lui, après la Première Guerre mondiale et la signature du traité de Versailles, le château entra dans le domaine national français. Classé monument historique dans son intégralité en 1993, il est aujourd'hui la propriété de la collectivité européenne d'Alsace. Venez avec nous pousser la porte du Haut-Königsbourg et ainsi plonger à l'époque du Moyen-Âge. Avant d'avoir été rénové, il a bien dû être construit. Oui, il a été construit au XIIe siècle par les Hohenstaufen, mais dès 1147, il y a des écrits qui attestent de l'existence d'un château fort qui s'appelait à l'époque Castrum Estufin. Et en fait, donc, il était positionné au haut d'une montagne. C'était une position stratégique parce que c'était l'observatoire idéal des principales routes commerciales de la région. Donc tu avais la route du blé et du vin qui reliait l'Italie aux Pays-Bas et la route du sel et de l'argent qui reliait la Lorraine aux régions germaniques qui étaient situées à l'est du Rhin. Et il prendra le nom, surtout prendra le nom de Königsbourg, donc qui veut dire château royal, à partir de 1157. Et ensuite, suite à un premier siège en 1462, il sera en partie détruit. Et donc les propriétaires de l'époque, les Habsbourg, vont confier le château en 1479 à une autre famille, les Tierstein, qui eux c'était une famille seigneuriale qui était originaire de l'actuel Jura suisse. Et eux vont le reconstruire, ils vont l'agrandir et mettre en place un système défensif. Donc le siècle suivant, et les travaux de modernisation vont continuer avec la nouvelle famille propriétaire du château, donc les Sickingen. Et donc au milieu du XVIe siècle, ces travaux vont permettre au château d'être la forteresse la plus moderne d'Alsace. Et ça sera l'apogée du Haut-Königsbourg. Et d'ailleurs, c'est là qu'il prendra le nom de Haut-Königsbourg. Sauf que malgré l'ampleur de tous ces travaux de modernisation et de fortification, pendant la guerre de 30 ans, donc qui était de 1618 à 1148, l'artillerie suédoise va en venir à bout. Et après 52 jours de siège, en septembre 1633, le château va être pillé, incendié, complètement détruit et laissé à l'abandon pendant plus de 2 siècles. Et il a vraiment été abandonné pendant 2 siècles, genre personne n'y a mis les pieds, genre il n'y avait rien. Non, parce qu'en fait, le château était en ruine. Et la végétation, du coup, elle a repris ses droits. Il y avait, je pense, des arbres, des plantes, tout ça. Et les gens, en fait, ça leur faisait peur. Ils n'avaient pas envie de s'y aventurer. Et peut-être que certains pensaient qu'il était hanté. Donc, personne n'avait envie d'y aller, quoi. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est qui lui a redonné vie? C'était quelqu'un? C'est comment ça s'est passé, en fait? En fait, au 19e siècle, les historiens sont mis à s'intéresser au Moyen-Âge. Donc, il y a eu un regain d'intérêt pour les ruines parce que c'était les ruines d'un château qui datait du Moyen-Âge. Et en même temps, au 19e siècle, c'était le siècle du romantisme. Et les romantiques adorent la nature sauvage. Donc, c'est devenu un lieu de promenade de prédilection pour justement tous ceux qui aimaient la nature sauvage. Donc, forcément, il y a d'intérêt pour les ruines à nouveau. Et en 1862, les ruines ont été classées monuments historiques. Et 3 ans plus tard, elles seront acquises par la ville de Sélestat, donc en 1865. C'est Sélestat qui va prendre en charge toute la rénovation? Non, ils vont avoir pour projet de le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens financiers parce que c'est de trop gros travaux. Et plus tard, en fait, en 1871, l'Alsace va être annexée à l'Allemagne. Et là, la ville de Sélestat va faire cadeau des ruines à l'empereur Guillaume II en 1899. Et lui, alors, il va avoir pour projet de faire une rénovation complète du château parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire revivre un peu l'époque du Saint-Empire romain germanique, de montrer un peu la grandeur
médiéval, du coup. C'est ça, mais aussi la grandeur de l'Empire allemand. Parce que pour lui, en fait, il veut aussi prouver que l'Alsace était une terre allemande et restera une terre allemande. Il y avait de ça un peu. Et en fait, le château va représenter aussi la limite de son royaume et de son empire, la limite ouest. Et du coup, il va vraiment entreprendre des très gros travaux parce qu'il veut le mettre comme il était à son apogée, donc au XVIe siècle. Pour ça, il va engager un architecte qui s'appelle Bodo Ebhardt et lui va faire des recherches approfondies pour être le plus fidèle possible justement au château de comment il était au XVIe siècle. Et les travaux dureront de 1900 à 1908. Et c'est là où il y a eu de petits soucis parce que justement il voulait faire le donjon carré comme il avait été fait à l'époque. Et sauf que c'est ça, les villageois, ceux qui habitaient à Sélestat et en général en Alsace, ils avaient essayé même de leur donner des fausses preuves en disant qu'il était rond, qu'il n'était pas carré. Mais en fait, c'était plutôt les Alsaciens, ils avaient un problème avec la rénovation en soi parce que comme c'était pour donner une belle image de l'Allemagne et ce côté hyper grandeur, ça, ils n'aimaient pas. Parce que forcément, les Alsaciens, quelques temps avant, ils étaient français, ça leur plaisait pas du tout qu'ils s'approprient le château et qu'ils disent hop, ça va être un truc à la gloire. Ils étaient fiers d'être français à l'époque. Et ils voulaient pas que ça devienne un truc à la gloire à l'Empire germanique. Ils se sont dit qu'est-ce qu'il nous fait celui-là. Et du coup, quand ils vont voir que le donjon, ils veulent faire carré, ils vont dire non, il était rond, on va donner les preuves. Alors qu'en fait, pas du tout, il était carré. Mais c'est juste parce qu'ils étaient contre, il y a eu beaucoup de détracteurs de polémiques autour de toute la rénovation. Et quand il y aura l'inauguration, donc le 13 mai 1908, alors là, ils avaient prévu un truc de fou. Et donc ils ont fait un défilé historique avec 500 figurants qui défilaient en costume historique. Et ils voulaient recréer justement la prise de possession du château par la famille des Sickingen en 1533, qui est justement donc l'époque qu'ils voulaient représenter avec la rénovation du château. Sauf que ça s'est pas prévu. Madame Saint-Odile, elle a fait autre chose. Tout ça s'est déroulé sous une pluie battante, donc forcément la presse s'est moquée, mais vraiment de cette cérémonie parce que du coup c'était un peu ridicule. Et il y a du coup il y a eu beaucoup d'anti-germanistes qui sont aussi moqués de ça, dont le dessinateur Hansi qui lui disait en rigolant que c'était Saint-Odile qui avait commandité la pluie juste pour gâcher la cérémonie parce qu'elle était pas contente. Donc elle a dit je veux pas de ce château. Voilà. Mais donc les travaux, donc ils ont inauguré en 1908, mais les travaux de finition et décoration intérieure ont continué encore jusqu'à la Première Guerre mondiale. Sauf que quand le conflit va arriver, ça va stopper tous les travaux, et c'est pour ça qu'il y a certaines décorations qui resteront inachevées. Guillaume II, il a fait toute cette rénovation, il a investi tout cet amour, cette énergie, aux côtés du coup évidemment de l'architecte Bodo. Qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale quand l'Alsace est redevenue française ? Le château il est devenu français aussi et du coup il a été ouvert au public et en fait c'était le projet dès le début de Guillaume II. Il ne voulait pas vivre dedans, c'était pas une résidence secondaire, il voulait vraiment en faire parce que c'est aujourd'hui un musée du Moyen-Âge et aussi montrer la grandeur du coup de l'Empire germanique, mais c'est déjà le projet de l'ouvrir aux touristes, donc il a été ouvert aux touristes. Mais toute cette rénovation a encore été critiquée à un petit moment parce que ça a été l'œuvre de l'ennemi. Donc comme c'était les Allemands qui l'avaient fait, les Français n'aimaient pas trop. Et il a fallu vraiment attendre l'apaisement des relations franco-allemandes pour que la rénovation et le château lui-même soient reconsidérés. Donc c'est-à-dire attendre un petit moment, vu qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale après. Mais aujourd'hui, le château, il est plus juste français, il est alsacien. Et depuis 1993, il est classé monument historique dans son entièreté. Pas juste les ruines qui étaient du coup 100 ans avant, c'était juste les ruines. Et donc aujourd'hui, c'est un des monuments les plus visités de France, avec plus de 500 000 visiteurs par an, ce qui est énorme. Ouais. Et comme on l'a dit, c'est vraiment un musée du Moyen-Âge. Il y a eu vraiment beaucoup de recherches pour que ce soit le plus fidèle possible au château comme il était au XVIe siècle. Rien que l'ameublement, en fait, ça a été recherché pour que quand tu rentres dedans, tu es propulsé au Moyen-Âge. Il y a pas mal de films aussi, non, qui ont été... du coup, il y a La Grande Illusion qui a été tournée ici, de Jean Renoir. Il y a d'autres films qui se sont inspirés Oui, je crois. Alors, si je me souviens bien, c'est Les Aventures d'Arsène Lupin avec Robert Lamoureux, je crois, qui a aussi tourné ici. D'autres films, d'autres films. Il y a aussi donc Miyazaki qui s'est inspiré du château. Enfin, il s'est beaucoup inspiré de l'Alsace déjà pour ses animés, mais le Königsbourg apparemment lui aurait inspiré son château ambulant. Et il paraît que pour les décors
de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le décorateur, en fait, le responsable du coup de la décoration se serait inspiré du coup du château pour certains éléments de décor du film. Et dans le château, on peut voir une inscription qui apparemment a été faite par Guillaume II, non ? Oui, c'est des mots qui sont gravés sur une cheminée et c'était écrit Ich habe es nicht gewollt, qui en allemand veut dire je n'ai pas voulu cela. Donc la grande question c'est pourquoi il a écrit ça, qu'est-ce qu'il n'a pas voulu en fait. Donc il y a plein de gens qui se sont posés la question, peut-être qu'il parlait de la Première Guerre mondiale et de tous les morts que ça a fait, peut-être qu'il n'a pas voulu ça. Mais Alsacien qui aime bien taquiner du coup Guillaume et tous les Allemands, dit qu'en fait tout ce qu'il n'a pas voulu c'est la défaite de 1918 et du coup avec sa défaite il a perdu et l'Alsace et le château. Et il a dû partir de chez lui. C'est ça. L'enceinte du château du Haut-Königsbourg vit un jour y vivre, pas un, ni deux, mais 3 ogres. Même si leur caractère n'était pas des plus doux, l'harmonie les accompagnait jour et nuit. Lors d'une promenade dans la forêt environnante, un jeune tailleur eut le malheur d'en croiser un. Pour sauver sa peau, il proposa un marché à la gigantesque créature, des vêtements contre sa vie. N'étant pas satisfait du résultat, l'ogre s'apprêta à le dévorer, mais le petit humain lui demanda un dernier service. Regarder la vue du haut du château en sa compagnie. Profitant de la distraction, le jeune homme trancha la gorge du géant, qui tomba du haut de la colline. Le deuxième, alerté par le bruit, se rendit aussitôt près de l'humain et vécut le même sort. C'était un tremblement de terre. 2 même d'ailleurs. Hein ? Et qu'est-ce que tu racontes ? Mais oui, 2 êtres gigantesques qui tombent d'une colline, ça fait trembler la terre. Donc, il y a eu 2 tremblements de terre. Ok, je peux finir du coup ? Oui, vas-y. Bon, le troisième, voyant le petit bonhomme couvert de sang, se sauva de suite. C'est tout ? Oui. Vous êtes né un dimanche, Ou un mercredi, vendredi ou samedi précédant les changements de saison. c'est ce qu'on appelle les 4 temps. Vous serez alors capable de voir cet être à peau blanche vêtu de jaune. Elle vous ouvrira la porte de la grande tour d'angle pour vous conduire dans les souterrains du château. Face à vos yeux émerveillés apparaîtront maintes trésors à votre entière disposition. Mais attention, pas un seul mot. L'amas de bijoux ayant pris au dépourvu ses visiteurs, le silence n'a jamais régné. Pour le plus grand malheur de la demoiselle jaune, à ce jour, personne n'a réussi à en sortir les mains pleines. Elle y sera attrapée tant que le trésor ne soit distribué. La dame blanche rôde dans l'enceinte du château. Mais elle était pas à la cathédrale de Strasbourg, elle ? Oui, mais c'est pas la même. Cette créature mystique a au Königsbourg un rôle protecteur. À sa mort, un seul vœu. Protéger pendant 100 ans cette œuvre grandiose. Exaucer plus que ce qu'elle désirait, son vœu fut prolongé indéfiniment. Aujourd'hui encore, à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, Le 31 décembre. elle se tient à minuit en haut du château. Elle observe la plaine d'Alsace y lisant son avenir. Si son visage dessine un sourire, il sera plein de bonheur. Si elle se lamente, l'Alsace vivra un nouvel épisode de crise et de danger. Nous espérons que ce nouvel épisode de Secrets d'Alsace vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Bientôt, on vous plongera à travers une nouvelle vidéo dans le monde magnifique de Noël.